pense que je peux me nommer par la négatif expert en engagement collaborateur parce que la durée de mon engagement collaborateur dans ma vie de salarié qui a été courte a duré 60 minutes. J'ai été engagé pendant 60 minutes. Et ensuite, je me suis dit, j'ai rien à faire là. Je ne sais pas pourquoi je travaille, je ne sais pas à quoi cette boîte sert. Et je me suis complètement désengagé, j'ai démissionné tout de suite après, le lendemain. Et j'avais rien derrière et j'ai quitté le boulot et ensuite j'ai fini par créer une boîte. Et donc je pense qu'en étant parfaitement désengagé en quelques minutes, je suis assez au courant de ce qu'il faut pour réengager un collaborateur. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui avec une allégorie poétique sur l'engagement collaborateur. Là on a des collaborateurs qui sont excessivement engagés. J'ai essayé de faire ça dans Brainspot mais je n'y arrive pas. La chorégraphie on n'y arrive pas. Alors je vais vous raconter une petite histoire dans laquelle, pour commencer, on va parler de chaussures, on va parler de lamas, on va parler de Las Vegas et on va parler de trucs bizarres et surtout, on va parler d'1 milliard de dollars. Pourquoi les lamas? Parce que le fondateur de la boîte dont il est question adore les lamas. Il y en a 2 dans les bureaux. Dans les bureaux du quotidien, il y a des lamas qui se baladent. Les chaussures, parce que c'est ce que la boîte a commencé à vendre, historiquement. Ils ont commencé par vendre des chaussures. Et ils ont fait leur succès sur les chaussures. Et le bizarre, parce que dans cette boîte, beaucoup de choses sont bizarres. Jusqu'aux toilettes, jusqu'aux urinoirs. Ou quand vous allez là-bas, vous devez viser dans une cage de foot. Et c'est bizarre dans les toilettes, c'est bizarre quand on est un candidat et qu'on passe un entretien collaborateur avec les RH pour savoir si on va être recruté. Et ils nous posent des questions bizarres. Ils vont nous demander par exemple, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes bizarre à combien? Ils vont nous poser par exemple une autre question au cours de l'entretien. Si vous étiez un dessert, vous seriez quoi comme dessert? Et ils vont tester comme ça les candidats pour savoir ce que les gens en pensent. Apparemment, ça a marché parce que quand cette boîte a déménagé tous ses bureaux de San Francisco à Las Vegas, 77% des collaborateurs ont déménagé aussi, ont quitté leur maison, ont emmené leur famille et ont suivi la boîte. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est énorme. C'est plus de l'engagement à ce niveau-là, c'est de la famille. Et pourquoi 1 milliard? Parce que ça, c'est les courbes de croissance de l'entreprise. Du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Yes. Vous avez deviné. Je parlais de Zappos, qui sont excessivement bons en expérience collaborateur, mais on va y revenir. Leur succès, ils le doivent essentiellement, non pas à ce qu'ils vendent, non pas à des lamas, quoique, mais au fait qu'ils ont tout investi sur l'expérience collaborateur, puisqu'elle a généré un très fort engagement collaborateur. L'expérience a généré un engagement. Vous connaissez tous le cercle vertueux de l'engagement collaborateur. Quand on est content, on traite bien les clients, ça génère plus d'argent, on investit plus sur l'employé, ça génère plus d'argent, etc., etc. Je ne vous apprends rien avec cette platitude, ce cercle vertueux que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, pour autant, vous l'avez entendu, 87% des collaborateurs dans le monde se disent insatisfaits au travail, désengagés. Ce qui est quand même dommage, quand on sait qu'un collaborateur engagé rapporte beaucoup plus d'argent. Harvard a fait une grosse étude sur la rentabilité et la performance économique des entreprises qui investissent dans l'engagement collaborateur. Ça rapporte en moyenne 4 fois plus un collaborateur engagé qu'un collaborateur désengagé. Pourquoi ça rapporte 4 fois plus? Puisque, comme le dit très bien le patron de Mercedes aux États-Unis, l'expérience client, celle qui génère du cash, elle suit l'expérience collaborateur. Donc si on investit sur l'expérience collaborateur, on aura un retour sur investissement avec l'expérience client. Je définis rapidement les 2 termes dont il est question. L'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des moments clés qu'un collaborateur va vivre du début jusqu'à la fin de sa vie dans l'entreprise. L'engagement collaborateur, c'est une connexion émotionnelle. Ça ne s'explique pas là, ça ne se mesure pas, ça se ressent, que le collaborateur ressent vis-à-vis de son entreprise. Est-ce que c'est clair? Attention à ne pas confondre l'engagement avec la satisfaction. On peut être satisfait et parfaitement spectateur. Oh, je suis bien. J'ai une bonne mutuelle, la bouffe est bonne, je suis satisfait. On peut être motivé et pas engagé. La motivation, c'est une question d'envie. L'engagement, c'est une question d'acte. Chaque année, je suis très motivé pour aller faire 3 marathons. Je ne les fais pas. Je suis motivé par contre, mais dans les actes, je ne le fais pas. Il ne faut pas confondre l'engagement avec l'investissement. Je peux m'investir comme une brute, mais c'est quantitatif. Et je peux faire n'importe quoi. Mais par contre, je peux travailler très très dur en quantité, mais faire n'importe quoi et ne pas du tout être engagé, faire une quantité phénoménale de travail désalignée avec l'objectif. Et enfin,
pardon pour la nullité de ce jeu de mots, mais il m'en manquait un quatrième. Il ne faut pas confondre engagement avec les fiançailles. C'est qu'il me fallait un quatrième point. J'ai cherché pendant des mois, je n'ai pas trouvé. Alors, engagement collaborateur, si on observe, celle-là je l'ai prise hier, donc elle est vraiment d'actualité. Sur Google Trends, les gens qui tapent les mots-clés engagement collaborateur sur les 15 dernières années. Je pense qu'on a une tendance. Je crois, hein, à l'échelle globale, dans le monde, le mot devient de plus en plus important. Les gens se renseignent dessus et veulent comprendre ce que c'est, comment ça marche et pourquoi. Pourquoi tout le monde se met à en parler? À mon sens, plusieurs raisons. Je ne prétends pas, encore une fois, avoir la connaissance absolue, mais je pense que l'arrivée des millennials sur le marché du travail modifie assez fortement la façon dont on va embaucher, conserver et recruter. Ces millennials, bon, ils sont accros au portable, évidemment, mais surtout, ils sont que 29% à être engagés dans leur boulot. C'est quand même peu. 71% se disent non engagés et activement désengagés. C'est-à-dire, vous avez des gens qui, au mieux, s'en foutent, au pire, sont carrément néfastes pour votre entreprise. Ce qui n'est pas bon. Face à ça, une boîte comme Amazon, récemment, a décidé de réagir et a lancé The Offer, on dirait un titre de film. Ils offrent 5 000 $ à n'importe quel collaborateur qui n'est pas au moins très content de travailler chez Amazon. Donc ils font des enquêtes, le INPS, et si les gens ne sont pas au moins très contents de travailler chez Amazon, ils leur proposent 5 000 $ pour dégager. Ils n'ont que faire de collaborateurs qui ne sont pas engagés dans le travail. Deuxième élément qui peut justifier cette tendance croissante, le monde dans lequel on est rentré est parfaitement global, ça je ne vous apprends rien. Nous, à notre échelle de petite boîte, ça nous est arrivé, on avait une candidate qui était top, qui avait fait, bon, elle avait fait mon école, donc forcément j'avais un biais, et on s'est dit, bah cool, on va l'embaucher, elle était contente, on était très contents, ça allait se faire. Le lendemain, elle reçoit une offre de Singapour. Elle a dit non, je pars à Singapour. La compétition, c'est pas Paris, c'est pas la région, c'est pas la France, c'est le monde partout. Avec Internet aujourd'hui, je peux aller bosser où je veux, quand je veux, et les millennials le savent très bien. Et d'ailleurs, il est très bien vu d'aller travailler à l'étranger. Donc, ces gens-là, il va falloir chercher un moyen de les retenir impérativement. Si demain, Jérémy a une proposition à Singapour, ça se trouve, il va me dire, bon, bah, salut, je vais à Singapour. Parmi ces millennials dont on a parlé tout à l'heure, 60%, donc là, pensez à vos équipes, 60% ont dit qu'ils voulaient changer de job, dont plus d'un tiers dans l'année. Donc là, vous voyez vos équipes, vous demandez qui est millennials, et 1 sur 3, au moins 1 sur 3, va se dire dans l'année, je me casse. Donc vous investissez beaucoup d'efforts pour les conserver, pour les former. Vous avez 1 sur 3 au moins qui va partir dans l'année qui vient. Et dans les 5 ans, 60%. Troisième facteur à ne pas oublier, le monde du travail a perdu beaucoup de sa gloire et est devenu assez désenchanté. On a longtemps cru que la valeur travail c'était essentiel et les générations d'avant, 2-3 générations, c'était tu travailles dur, ça finira par fonctionner et ils donnaient tout pour le travail, on faisait une carrière, on donnait tout à son entreprise. Puis sont apparues les crises économiques à répétition, le chômage de masse, les suicides au travail, de plus en plus. On en croise nous souvent dans les entreprises dans lesquelles on bosse. La question du sens, ou surtout du non-sens qui devient de plus en plus prégnante. L'épuisement professionnel, le burn-out. Le bore-out, quand on s'ennuie. Le brown-out, quand on est ultra qualifié pour un job et qu'on ne mobilise pas ses capacités intellectuelles. Le blur-out, c'est quand l'entreprise il n'y a plus de distinction entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Et ça fatigue les collaborateurs. Tout ça, ça fait que le travail est devenu assez désenchanté. Ce d'autant plus que les millennials sont bercés de contes magiques sur le développement personnel, où on leur répète à longueur de journée que s'ils choisissent un job qu'ils aiment, ils ne vont plus travailler de leur vie, qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment, et que le travail, en fait, quand on fait ce qu'on aime, c'est même plus du travail, c'est juste de la magie, c'est génial, on sera heureux, épanoui, avec des enfants, des licornes et des poneys, c'est super. Par ailleurs, on enfonce en plus les travaux qui n'ont pas de sens. Vous avez entendu parler des bullshit jobs du journaliste américain? Ça a fait un carton quand même, hein. Donc le bullshit job, c'est un job où on se dit « je ne sers à rien » et je le sais. Et ça, c'est dramatique. Et si vous voulez creuser un petit peu la question du bullshit job, le Nouvel Obs a fait un dossier très intéressant. Donc là, c'est des phrases issues de l'enquête du Nouvel Obs de collaborateurs français, surtout parisiens, j'imagine, qui disent « voilà mon job ». Mais ça, c'est off, hein. Bien sûr, ils ne vous le diront pas en face, ils le disent sous version anonyme dans les médias. Je me mets en off pour arrêter de penser quand j'arrive au bureau. Bon, je ne travaille pas, je m'occupe. Ah, j'ai refait mon arbre généalogique, c'était top.
Et ça, j'ai mis que 4, mais j'en ai des slides entières à vous fournir comme ça. Et j'imagine, on ne se le dira pas, hein, bien sûr, mais on a tous plus ou moins connu cette sensation un jour peut-être dans un boulot. Et on se dit, mais à quoi ça sert? Il y a des organismes qui sont créés, comme je pense à Switch Collective, je pense à Make Sense qui fait les apéros paumés, etc., où de plus en plus de trentenaires qui bossent dans la pub et la com se retrouvent pour faire des apéros pour switcher et retrouver du sens dans leur carrière. Et c'est des cohortes entières de gens. Alors la dernière fois que j'étais en train d'intervenir là-bas, j'ai observé, c'est tous des gens issus de la com et du marketing. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un maçon, c'est que de la com et du marketing, les fonctions tertiaires, où on génère des concepts. Et ça se déconnecte très très vite. Quatrième facteur à prendre en compte, la transformation du monde du travail, l'économie de partage, l'économie du tertiaire, l'économie du freelance. Ce n'est pas une tendance qu'il faut ignorer. Si je regarde les stats aux États-Unis, hein, qui sont toujours un marché intéressant parce qu'ils nous devancent un petit peu, les stats des freelances, voilà ce qu'on a. En 2014, 53 millions de freelances. En 2027, on estime qu'il y aura 86 millions de freelances. En 2027, la majorité des actifs américains seront freelance. Ce n'est pas une tendance accessoire. La majorité des gens seront freelance. C'est beaucoup mieux aujourd'hui d'être freelance que d'être salarié. C'est même un effet de mode. Et les millennials sont particulièrement sensibles à ça, puisqu'on les a bercés de contes magiques où on leur disait « quand tu seras à ton compte, tu feras que ce que t'aimes, c'est génial, etc. » Bon, en fait, ils vont désenchanter après un peu plus. Mais 40% des millennials, ils comptent carrément devenir indépendants dans les 5 ans. C'est 4 fois plus que chez les boomers. Donc il ne s'agit pas d'une tendance accessoire, là encore. Vous avez des gens qui vont être sollicités par d'autres entreprises, mais surtout par eux-mêmes. Ils veulent juste se réaliser en tant qu'individus et travailler pour eux. Donc la concurrence, elle est double. Elle est avec les concurrents et elle est avec l'aspiration personnelle de chaque millénial. Et enfin, le travail, non seulement il était désenchanté, mais on l'a aussi beaucoup démystifié. Et aujourd'hui, quand vous allez chercher un restaurant ou un très bel hôtel pour votre week-end, vous allez regarder sur TripAdvisor ce qu'en disent les gens. Et bien c'est pareil pour un travail. Maintenant, on va regarder sur Glassdoor. Ok, il y a ce que la boîte annonce, hein, venez vivre une expérience de fou, nous on est en train de rendre le monde meilleur, etc., avec des collaborateurs de top, on s'éclate, c'est génial. Et puis il y a les avis anonymes des collaborateurs de l'entreprise qui se lâchent quand ça ne va pas et qui notent même le PDG. Il y a des notes, le PDG est noté, l'entreprise est notée avec les avis comme TripAdvisor, avec le système d'étoiles. Et vous pouvez savoir exactement ce qui se passe pour de vrai dans l'entreprise au lieu d'avoir un discours corporate bullshit auquel plus personne ne croit. La mission de Glassdoor, je l'ai mis parce qu'elle est intéressante, on va en reparler après du purpose, d'aider les gens partout à trouver un job qu'ils aiment. On revient à cette question d'amour. Les millennials ont un rapport avec le travail qui est lié non plus à l'argent, mais à l'amour. Maintenant, on doit aimer son job. C'est une relation amoureuse que vous devez créer avec les millennials, avec les disputes, avec tout ça. Il va falloir se réconcilier, le séduire, c'est incroyable. Mais il va falloir séduire le millennial. Ce n'est pas un site anecdotique non plus. 59 millions de personnes par mois vont regarder un peu ce qui se passe sur Glassdoor. 40 millions d'avis sont déposés et il y a à ce jour 770 000 entreprises. Il y a 4 ans, vous n'existiez pas. LinkedIn s'est mis à faire pareil aussi. Donc votre entreprise, la nôtre, peut-être qu'elle y est déjà d'ailleurs, allez regarder, elle y est peut-être déjà, notez mal ou bien. Mais si c'est une grosse boîte, c'est sûr qu'elle y est. Et les millennials, leur premier réflexe, ils vont en week-end, ils vont sur TripAdvisor, ils vont chercher un job, ils vont sur Glassdoor pour voir ce qu'on dit réellement de la boîte. Tout ça fait que, à mon sens, il est temps de faire une allégorie poétique et qu'un nouveau jour se lève sur l'expérience collaborateur. Vous aurez bien sûr remarqué que c'est un lever de soleil qui est pris depuis la Station spatiale internationale pour prendre de la hauteur dans une nouvelle aube. Amis poètes, bonjour. Or, dans cette nouvelle expérience collaborateur, il y a quelques postulats auxquels je crois beaucoup. Le premier, c'est que l'employé, le collaborateur, est un être émotionnel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je défends la même position pour le fait que le client est quelqu'un aussi d'émotionnel, avec des biais cognitifs. L'employé, figurez-vous, c'est pareil. On a longtemps cru que l'employé, c'était cette espèce d'individu qui toujours sourit, toujours a le pouce en l'air, mais vraiment toujours. Hein, c'est-à-dire, le taper employé, c'est ça. Hein. On se dit que le collaborateur, c'est quelqu'un qui aime se réunir et qui montre des PowerPoint dans un sourire de ouf. Ils sont très heureux de montrer des chiffres et des graphiques en pointant avec un stylet et en buvant un petit café. Voilà, ça c'est la vision qu'on a du collaborateur. Si je résume un peu plus et que je fais un peu plus dans l'authentique, on a découvert, surtout avec beaucoup de recherches, qu'un employé, avant tout, c'est un humain. Est-ce que vous me suivez ?
Déjà, si on n'est pas d'accord, hein, mais à ce stade, le postulat, la conviction que j'ai, c'est que pour l'instant, tant qu'on n'est pas tous remplacés par des machines, ce qui ne saurait tarder, l'employé est un humain. Et l'humain est irrationnel. Par définition. On l'a vu avec les clients dans les autres conférences, mais l'humain est irrationnel. Petit rappel, hein, pour justifier et démontrer à quel point nous sommes irrationnels. Chaque année, vous avez 17 millions de joueurs qui jouent au loto, alors qu'ils ont une chance sur 19 millions de gagner. Mais ils continuent chaque année à croire qu'ils vont réussir à gagner l'auto. Ça, c'est une preuve parfaite d'irrationalité de l'esprit humain. Ils sont quand même 17 millions à enrichir la Française des Jeux en pensant s'enrichir. Ils n'ont quasiment aucune chance de gagner. Par exemple, autre biais rigolo, le vendredi 13, il y a 2 fois moins d'accidents sur la route. Parce que les gens se disent « Ah, je vais avoir un accident ». Donc ils ne prennent pas la voiture. Or, c'est la journée la plus sûre pour conduire, puisqu'il y a 2 fois moins de personnes sur les routes. Biais cognitif stupide, absolument stupide. L'être humain est câblé pour être irrationnel et se comporter comme ça de la sorte tout le temps. Par exemple, ils vont faire la queue devant des Apple Store pour se ruiner avec des téléphones hors de prix, sous la pluie, pour être les premiers à acheter un téléphone dont ils n'auront pas l'usage. Bref, non seulement l'employé est humain, et donc irrationnel, mais en plus, il est drivé par ses émotions. Et ça, on peut le voir dans une expérience qui est faite à base de Lego. On aime bien les Lego chez BrainSwat. Une expérience très simple. On pourrait la reproduire ici. Je mets le groupe A dans une salle, le groupe B dans une autre salle. Et je vais vous demander à tous de passer une super journée. Vous serez salariés. Je vais vous donner à tous le même salaire, 20 € par heure, pour construire des Lego. Ah, vous construisez des Lego. Le groupe A, je vous donne 20 € par heure à chacun et vous construisez des Lego toute la journée, jusqu'à la fin de la journée. Le groupe B, pareil, 20 € par heure, vous construisez des Lego. La seule différence, c'est que tout ce que vous construisez, je vais le détruire. Vous le construisez, vous faites, voilà, super, bah, je le détruis. Allez, bah, tu recommences. Et vous recommencez, et puis je vous le redétruis, puis vous recommencez, etc. Et à la fin de la journée, à salaire égal, quel groupe aura le plus construit? Le premier. Le groupe B, à qui je détruis, se dit « mon job ne sert à rien » et il se désengage et il ne fout plus rien. Le groupe A, il s'éclate parce qu'ils disent « mon job a un impact, je construis et on conserve ce que je fais » et l'impact qui est ici vu dans cette expérience est un élément fondamental dans le travail, ça épanouit le collaborateur. Ça, c'est la question du sens. Si ce que je fais, on me dit « ça ne sert à rien » parce que la preuve, on me le détruit, eh ben, je me désengage. Ce n'est pas une question d'argent. Argument pour les DRH. L'argent n'est pas la solution à l'engagement. L'arme qu'est l'argent, c'est une arme de manipulation. Ce n'est pas du tout une arme d'inspiration. Si on va même plus loin, un économiste qui s'appelle Pink a étudié l'impact de l'argent sur l'engagement. Et il a découvert que le seul endroit où l'argent peut augmenter la performance d'un collaborateur, c'est pour tout ce qui est tâches répétitives. Où là, on peut incentiver un tout petit peu l'engagement en se disant bah, si je travaille un peu plus et que je n'ai pas besoin d'intelligence, eh ben, je vais gagner un peu plus. En revanche, dès qu'il y a des besoins de tâches créatives, d'intelligence, d'imagination, payer plus peut être contre-productif. De rien, ça vous fera des économies. Vous avez l'argument qu'il y a bien dans ce bouquin, hein. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. L'argent peut nuire à la performance intellectuelle quand il s'agit d'avoir une tâche vraiment créative. Donc, ça nous démontre quoi? C'est que si le collaborateur il est émotionnel, il a besoin de retrouver du sens dans ce qu'il fait. Il a besoin de savoir pourquoi il travaille. Il faut l'inspirer plutôt que le manipuler. La manipulation, c'est très court-termiste comme comportement. L'inspiration, c'est du long terme. Alors, prenons un exemple de sens pour bien vous faire comprendre l'importance du sens dans une entreprise. On va revenir dans le Far West, la conquête de l'Ouest. Donc rappelez-vous les westerns, tout ça. C'était une aventure incroyable. Il y avait des entreprises très très puissantes. Les compagnies ferroviaires étaient les Apple de l'époque, étaient ultra puissantes, ultra riches. Et elles avaient une mission qui était historique, qui était incroyable, qui transportait les foules, rapprocher les hommes et les marchandises dans un pays sauvage. Et là, on se dit, waouh, c'est incroyable, je vais pouvoir permettre à mes amis et à ma famille de se rapprocher, de venir de se rencontrer et se voir, alors qu'avant, il fallait 3 mois de voyage et avec une chance sur 2 de se faire scalper, tuer, troussider, détrousser, etc. Et là, en toute sécurité, grâce à mon travail, les gens vont pouvoir se rapprocher, pouvoir unifier un pays et créer une culture commune. C'est incroyable. On n'a pas tous la chance de faire un boulot qui a un impact aussi fort quand même, hein, globalement. Et dans cette aventure qui était incroyable, il y avait les familles qui venaient voir comment ça se passait, il y avait les cow-boys, il y avait des légendes qui se sont créées, des films, des romans qui ont été tirés de ça. Chez BrainSwat, par exemple, on a beau essayer de s'engager sur des trucs de ouf, personne n'écrit des légendes sur nous. À l'époque, c'était tellement incroyable ce qu'ils faisaient que c'est un peu comme la conquête de la Lune ou de l'espace. C'est des entreprises qui transcendent les collaborateurs et on en tire vraiment des légendes pour les 300 prochaines années. Puis, une fois que les rails ont été posés et que le pays globalement a été unifié de l'Est à l'Ouest, de l'Est à l'Ouest,
les entreprises ont commencé à se dire, bon, bah, ça c'est fait, et ben maintenant, notre objectif est de devenir le leader du marché. Objectif qui ne vous surprendra pas, enfin plein de boîtes ont ça comme objectif, devenir le leader du marché. Donc, en se disant, bon les gars, il faut qu'on devienne le leader du marché, il faut qu'on soit meilleur que les concurrents, ils ont commencé à prendre des décisions stratégiques qui résultaient de cette vision-là. Et ils ont commencé à se dire, pour être les leaders, il faut qu'on construise plus de voies ferrées, il faut qu'on ait l'offre la plus large possible. Ah, il faut qu'on ait des gares supplémentaires, il faut qu'on ait des arrêts supplémentaires, il faut qu'on ait des ponts qui nous permettraient de passer plus vite sur le machin de raccourci. On pourrait faire un détour, passer sous le tunnel, construire des tunnels de fous furieux. Ah, il faut qu'on ait des locomotives plus puissantes, plus rapides, plus belles, plus lumineuses, des wagons à 2 étages, un wagon bar, un wagon restaurant. Il faut qu'on augmente l'offre pour essayer de battre nos concurrents. Et donc, en raisonnant comme ça, ils ont commencé à se faire aveugler et à n'observer que des questions de marge, de process, de où est-ce qu'on en est sur nos prix, comment on peut se comparer avec la concurrence. Nos parts de marché, c'en est où? Comment on peut réduire nos dépenses impérativement? Comment on peut vraiment se concentrer sur notre business et on perd de vue l'essentiel et on ne voit pas arriver l'avion. Coucou! La start-up qui se crée comme ça et qui dit, ben, nous ça marche, c'est pas mal aussi. C'est dommage que les compagnies ferroviaires n'aient pas vu arriver l'avion. Et ça, c'est uniquement une question de sens. Si je refais l'histoire à l'envers et que l'entreprise avait commencé par savoir et garder en tête pourquoi elle existe. On aurait eu quoi? On aurait eu des dirigeants de compagnies ferroviaires ultra riches et ultra puissants avec tous les moyens à leur disposition qui auraient dit bah, notre mission c'est de rapprocher les gens et les marchandises. C'est ça notre mission principale. On a commencé grâce à la technologie train qui était à notre disposition. Et donc on a investi dans le train et on s'est dit le train, le voie ferrée est un moyen de rapprocher les gens. Super. Ils ont pu comme ça développer la compagnie ferroviaire, devenir puissants, tout ça, vendre des billets de train, faire leur job de rapprocher les gens. Mais en voyant l'avion arriver, la start-up aviation, qui était une start-up, un garage, 2 types, les frères Wright, qui ont réussi à faire voler un truc. C'est une start-up, c'est pas plus compliqué que ça à l'époque. Ils auraient pu se dire, ben, ça pourrait peut-être nous servir pour rapprocher les hommes et les marchandises en allant plus vite que le train, c'est complémentaire, voire même ça peut cannibaliser, mais c'est pas grave, c'est la même mission. Bah, avec nos giga-millions de dollars, on va racheter la start-up aviation et créer une compagnie aérienne. Et aujourd'hui, vous pourriez prendre la compagnie aérienne SNCF Airlines, qui avait à l'époque, on va dire, les moyens de développer l'aviation. Mais ils auraient pu se dire aussi, tiens, la technologie voiture apparaît, qui est arrivée après. Ah, la voiture, c'est pratique ça aussi. Ça peut permettre de rapprocher les gens. J'ai pas perdu de vue ma vision stratégique. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait la SNCF avec 150 ans de retard? Bah, ils ont investi dans Wicar pour rapprocher les hommes et les marchandises. Et c'est sur Wicar qu'enfin j'ai eu le plaisir de trouver une vision stratégique, une vision why de la SNCF. Nous ne vendons pas seulement des billets de train, mais des moyens d'aller de chez soi à sa destination. Il aurait été préférable que ses prédécesseurs, il y a à peu près 120 ans, aient cette phrase en tête. Et là, ils auraient pu acheter la start-up aviation, acheter la start-up voiture, et ils auraient pu aussi se dire « Oh, les bus, super technologie, ça aussi, on pourrait peut-être s'y investir dès le début. » Plutôt que, à l'inverse, encore une fois, faire de la rétro-ingénierie et rentrer dans le bus avec beaucoup de retard. C'est une vision, bien sûr. À la CNCF, je ne vais pas critiquer, c'est une boîte qui quand même fonctionne bien et qui a fait un bon boulot. C'est juste que peut-être ils auraient pu avoir un monopole sur 3 ou 4 marchés en plus que le train, s'ils n'avaient pas perdu de vue cette question du sens. Le why fondamental, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer de ne pas le faire. Cette raison d'être de l'entreprise, elle est hyper importante. Elle est à l'origine de la création de la boîte et elle influe toute l'entreprise sur son développement. Et l'entreprise, ensuite, a pour mission de créer des preuves de cette raison d'être. Exemple de cette implémentation réussie de principes de why et de what, revenons, mais plus en détail, chez Zappos, dont vous voyez les bureaux du service client, qui sont visités par tout le CAC 40 tous les ans, comme étant le modèle à suivre en expérience collaborateur. Le why de Zappos, ça a toujours été, depuis le départ, délivrer un effet waouh, c'est rendre les gens heureux. Comme le dit le PDG, delivering happiness aux clients et aux collaborateurs. Après, il dit une phrase que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas le sujet du jour. Son why, c'est délivrer de la joie aux clients et aux collaborateurs. Donc ça, c'est la mission. Comment? Depuis le départ, ils se sont dit, c'est pas avec ce qu'on vend qu'on va se différencier, c'est comment on le vend. Le how. Et le how de Zappos, ils se sont dit, on va être le site de e-commerce avec le meilleur service client du monde. Mais de très loin. Ils ont tout investi sur le collaborateur en disant, c'est ça qui va nous différencier. Parce que des sites de e-commerce, ils s'en créent une plateforme toutes les 5 secondes dans le monde. La concurrence, elle est rude.
Donc la différenciation, ce n'est pas sur le what, c'est sur le how et le why. Et donc Zappos, c'est déterminé comme étant l'entreprise qui aura le meilleur service client du monde. Et pour ça, ils ont eu à la tête un visionnaire qui notamment résume bien les choses. Si la compagnie, l'entreprise, a une culture qui est bien, qui est comprise, qui est pertinente, ça va gérer tous les autres problèmes de l'entreprise. La culture auto-corrige l'entreprise, c'est fondamental. Et donc pour réussir à rendre les gens heureux grâce au meilleur service client possible, Zappos propose aux clients, pour rendre les clients heureux, ils ont 700 personnes disponibles au téléphone quand ils ont une question. La durée d'appel est illimitée. Je peux appeler un conseiller Zappos et passer une journée au téléphone avec lui. Ils l'ont déjà fait. Hein. Le record du monde de la conversation de Zappos, c'est 10h29. Un client a appelé, ça a bien fité, ils ont parlé pendant 10h29. Pas de pression. Zappos, ce qui compte, c'est de rendre le client heureux. Je suis client Zappos, mes chaussures ne me conviennent pas, je les rends, c'est gratuit. Il n'y a même pas de question. Tentez de rendre une box Free ou Bouygues. Eux, c'est une non-question, bien sûr, il n'y a pas de, vous la rendez, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un des exemples. Hein. Les conseillers téléphoniques, pour rendre le client heureux, ils n'ont pas de script, ils disent bien ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de truc à suivre. Bonjour, je suis Untel, votre conseiller pour la... Ils lisent une phrase. Non, c'est un humain qui parle à un humain. Ça, c'est la résultante expérience client. Pour arriver à ça, Zappos a appliqué le même principe sur l'expérience collaborateur. Pour rendre les clients heureux, il va falloir rendre les collaborateurs heureux. Donc les DRH de Zappos ont une mission, rendre les employés heureux. Comment? Grâce à la meilleure expérience employée possible. Donc c'est un miroir de l'expérience client sur l'expérience collaborateur. Et concrètement, les watts de cette stratégie, c'est par exemple, chaque collaborateur a un coach gratuit à disposition dans sa vie, un coach de vie mis à disposition par l'entreprise. L'onboarding de Zappos, il est incroyablement bien fait. Il est bien travaillé, il y a des rituels incroyables. Je visite le campus, je rencontre des gens, etc. J'ai des soins médicaux, bien sûr, et dentaires qui sont gratuits. Ma nourriture, comme chez Google, elle est gratuite, de très bonne qualité, biologique, vegan, ce que vous voulez. Mes bureaux, on l'a vu, sont incroyablement beaux, bien décorés. Chaque collaborateur a le droit de créer son propre espace comme il le souhaite et mettre n'importe quoi. Ils font des fêtes sans arrêt dans les bureaux. Déguisés, Halloween, il y a des lamas dans les bureaux, etc. Il y a plein d'exemples chez Zappos de à quel point c'est génial. Mais par exemple, des détails que vous ne voyez pas ici, les bureaux de Zappos sont conçus pour que quand je suis un collaborateur du 5e et que je descends à la cafette au rez-de-chaussée, c'est comme Ikea. Je vais devoir faire tout le tour des bureaux et croiser tous mes collaborateurs pour que la culture se diffuse. C'est conçu pour que les collaborateurs, il y ait de la friction, pour pas qu'on soit siloté. Donc c'est pensé de manière stratégique pour rendre les collaborateurs heureux avec la meilleure expérience employée possible. Et Zappos, ces valeurs qui sont connues, hein, il y en a 10. Appliquées à la lettre, qui sont incarnées. Ce n'est pas des mots valises, elles sont incarnées. La première des valeurs, c'est leur why, délivrer un effet waouh. Et chacune des valeurs, elle est complètement incarnée. Je vous ai dit tout à l'heure, aux entretiens d'embauche, ils demandent le bizarre, le fun. C'est la troisième valeur. Donc elle est pas juste écrite comme ça, elle est testée dans toute l'expérience collaborateur, depuis l'entretien d'embauche jusqu'à la fin. On fait des soirées, il y a des lamas, on rigole, c'est bizarre. Je vis en tant que collaborateur dans une boîte étrange et drôle. La boîte incarne ces valeurs. Par exemple, quand il dit l'honnêteté et la relation ouverte, quand un journaliste vient chez Zappos, ça arrive très très souvent, Zappos leur dit bah voilà un badge, voilà les bureaux, bonne journée. Et le journaliste peut parler à qui il veut, sans filtre, sans contrôle, sans rien. Zappos, c'est ouvert. Parce qu'ils se disent, de toute façon, les collaborateurs qui sont là, ils ont envie d'être là. Donc ils vont forcément être honnêtes sur l'entreprise. Et la valeur de Zappos, c'est l'honnêteté. Par exemple, l'humilité, la 10e valeur, be humble. Zappos, concrètement, comment ils le testent, les DRH, dans le what du parcours collaborateur. À la fin de la journée de recrutement où il y a plein de candidats qui ont fait le tour du campus, qui ont découvert les bureaux, Zappos, le centre d'appel, le headquarter, la salle de gym, etc. Les collaborateurs, enfin les candidats, ont été trimballés dans un bus toute la journée, une navette sur le campus Zappos. Et à la fin de la journée, les DRH vont aller demander aux chauffeurs de bus comment ils t'ont traité, les collaborateurs, les candidats. Est-ce qu'ils ont été sympas? Est-ce qu'ils t'ont dit bonjour? Est-ce qu'ils t'ont souri? Est-ce qu'ils t'ont demandé comment ça va? Et tous les collaborateurs qui n'ont fait preuve d'aucune empathie vis-à-vis du chauffeur, ils sautent. Parce qu'ils ne sont pas humbles et qu'ils ne sont pas capables de traiter un client de manière humble. Tout ça, ça fonctionne. Parce que Zappos, je ne vous l'apprends pas, a été racheté 1,2 milliard de dollars par Amazon. Donc vous créez une boîte de e-commerce et quelques années après, vous êtes racheté plus d'1 milliard par Amazon. Et Amazon, quand il rachète une boîte, il la mange, il la digère
et elle disparaît. Et là, c'est l'exception. Amazon a dit, votre succès, c'est votre culture. Je n'y touche pas. Je ne touche pas à votre nom. Je ne touche pas à votre bureau. Je ne touche à rien. Vous restez tel que vous êtes. C'est la première fois que Amazon respecte à ce point une entreprise qu'il a rachetée. Parce que le succès de Zappos, c'est sa culture d'entreprise. Et les DRH ont inventé un rituel dans le recrutement qui est l'application concrète de la première valeur, provoquer un effet waouh chez le client et chez le collaborateur. Et chez le collaborateur, à la fin de ma période d'essai, quand ça fait 15 jours, 3 semaines que je bosse chez Zappos et que tout va bien, le DRH de Zappos me convoque et me dit écoutez Nicolas, nous on est très contents de vous aujourd'hui, on a envie de vous garder chez Zappos. Juste un détail, voilà 3 000 $ en cash sur la table devant moi. Si vous les prenez, vous démissionnez. Si vous les refusez, là maintenant, bienvenue à bord. Quand on connaît l'impact d'une liasse de billets sur l'humain, ça fait un effet waouh, où le collaborateur se dit « Waouh, on ne me l'avait jamais fait celle-là ». Donc le soir en rentrant, il raconte à ses amis, à sa famille « Waouh, ils sont ouf chez Zappos ». Donc l'effet waouh appliqué concrètement dans le rituel de recrutement. Et de deux, Zappos, en faisant ça, réussit à faire un tri entre les collaborateurs intéressés par la thune et les collaborateurs inspirés par l'entreprise. Vous l'avez vu au début, un collaborateur inspiré et engagé rapporte 4 fois plus. Donc ce genre de rituel, non seulement est l'incarnation concrète de leur why, de leur première des valeurs, mais en plus fait le tri entre les collaborateurs inspirés et engagés. Il se trouve que le collaborateur engagé rapporte 4 fois plus. Donc ils ont créé un cercle vertueux. C'est pas un hasard s'ils ont été rachetés 1,2 milliard par Amazon. Donc maintenant, avec tout ça, quoi? Concrètement, qu'est-ce que je pense, à mon sens, qu'une boîte doit faire? Elle doit redesigner son expérience employée. Alors, je n'ai pas la science infuse, donc il y a plein de leviers possibles. J'essaie de réduire à 6 qui pourraient être actionnables. Le premier des leviers, je ne vous l'apprends pas, c'est de commencer avec le sens, avec le purpose, avec le why. Nietzsche disait, c'est toujours bien de citer Nietzsche, Nietzsche disait, je le dis en anglais, pas en allemand, celui qui a un why peut supporter n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Simon Sinek a écrit Start with Why. Son TED, 37 millions de vues, le 3e plus vu de l'histoire. Plein de gens disent, en fait, il faut commencer par le pourquoi. La première question que posent les enfants quand ils sont en âge de parler, c'est pourquoi. Et mon credo, c'est que le client comme le collaborateur ne sont que des grands enfants. Et ils ont toujours besoin de savoir pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais. Si vous ne me croyez pas moi, ni Nietzsche, ni Simon Sinek, je vous propose une phrase du rédacteur en chef de Fast Company, le magazine qui est super intéressant. Il dit tout simplement les marques aujourd'hui, les leaders doivent se battre pour quelque chose si elles veulent réussir dans le climat d'aujourd'hui. Je rappelle que le climat d'aujourd'hui, c'est les 5 points qu'on a vus au début. Transformation du monde du travail, concurrence mondiale, désengagement, démystification, etc. Donc une boîte aujourd'hui, elle doit avoir un combat. Quel est le vôtre? Votre boîte, elle existe pourquoi? C'est quoi son combat? Gagner de l'argent? Si vous me dites gagner de l'argent, c'est à peu près aussi inspirant que si j'achetais une voiture pour y mettre de l'essence. J'achète une voiture pour aller quelque part. Pour ça, j'ai besoin d'essence. Une entreprise, elle existe pour aller quelque part. Pour ça, elle a besoin d'argent. Donc, si l'entreprise est une voiture, quel est son cap? L'argent n'est pas tabou. J'en ai besoin pour aller quelque part. C'est mon carburant, certes, mais quel est son cap? Où est-ce que je vais? Donc, à moins que vous achetiez une voiture pour mettre de l'essence dedans, ce qui est un peu bizarre, globalement, vous avez besoin d'avoir un cap. Et les gens ont besoin de savoir quel est ce cap. Pourquoi cette boîte existe? Ça s'appelle le purpose, le why, la raison d'être. On va dire mission, raison d'être. J'aime pas le terme mission parce qu'une mission, on peut l'atteindre. Si on l'atteint, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne suis pas fan de mission. Donc, raison d'être, purpose. Un exemple de purpose qui est assez clair, c'est celui d'Airbnb. On croit en un monde où les gens peuvent se sentir chez eux, n'importe où. J'aime bien ce truc, il est très malin. Il a été refait en 2013. Vous allez voir ensuite comment concrètement ils le font vivre. Mais le why de Airbnb n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Ne faites pas l'erreur de croire que vous devez avoir un why universel qui plaît à tout le monde. Quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Moi, à titre personnel, Airbnb, je ne suis pas fan. Quand je vais quelque part, c'est pas pour me sentir chez moi. Sinon, je reste chez moi. Quand je vais quelque part, moi j'aime bien les hôtels. J'aime bien ne pas avoir à m'occuper de faire les courses. J'aime pas m'occuper de passer l'éponge sur la cuisine. Donc Airbnb, pour moi, c'est l'enfer. C'est chez moi, avec tout l'inconfort, mais dehors. Et il y a des gens qui n'adhèrent pas à ça. Donc je fais partie. Tant mieux, je ne suis pas client Airbnb. Et Airbnb n'a que faire de dépenser des millions de dollars de pub pour essayer de me convaincre d'un truc dont je n'ai pas envie. Donc ça ne sert à rien. Une entreprise ne doit pas plaire à tout le monde, elle doit plaire à ceux qui croient, à ceux à quoi eux y croient. Moi, je ne crois pas à ça. En tant qu'employé, c'est pareil. En tant qu'employé, j'ai un purpose, j'ai des convictions personnelles.
Si je prends les miennes, moi, c'est le changement climatique. On doit urgemment faire quelque chose, mais très, très, très vite. Ça, c'est une conviction personnelle. Eh bien, cette conviction, idéalement, je veux qu'elle s'accroche à quelque chose de concret dans l'entreprise où je vais travailler. Si j'arrive à comprendre ce que veut l'entreprise, pourquoi elle existe, et que ça correspond à ma conviction, alors je crée un engagement. Mais ce schéma, si j'enlève la partie gauche du schéma, il manque quelque chose où s'accrocher. Vous êtes d'accord? Or, très souvent, les boîtes, de peur d'être clivantes, ne disent pas pourquoi elles existent. Parce qu'elles se disent qu'il faut qu'on plaise à tout le monde. Il faut surtout qu'on soit corporate. Faites réunir un COMEX, demandez-leur pourquoi la boîte existe, vous aurez à la fin une phrase qui, généralement, si on ne les encadre pas, est assez molle. Parce qu'ils ont peur d'être clivants. Mais il vaut mieux être clivant que créer de l'indifférence. Une boîte que j'aime beaucoup, c'est Patagonia. Les vêtements, vous connaissez? Leur why, il est clair. Ils ont une conviction. On est conscient que toute la vie sur Terre est menacée d'extinction. Point. Ça, c'est posé. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec eux. Ah, j'écoute. Qu'est-ce que veut Patagonia? Ils veulent faire tout ce qui est possible à leur disposition, à leur niveau, avec leurs ressources, pour tenter de faire quelque chose à ce sujet. Et donc, quand ils disent nos investissements, notre voix, notre imagination, leurs produits, ils vont faire du recyclage de produits, réutiliser les vêtements. Ils vont produire des documentaires. Une marque de vêtements qui produit des documentaires sur l'environnement, qui vont mettre à disposition des collaborateurs, des candidats, des citoyens, pour s'intéresser à la question du climat. Ça, c'est la page web de Patagonia, hein. Le site. Vous voyez un vêtement? On n'est pas chez Zara. Hein. On n'est pas du tout chez Zara. Patagonia existe pour tenter de sauver la vie sur Terre, qui est gravement menacée. Les gens qui croient à ça, quand ils bossent chez Patagonia, c'est pour eux le reflet de leur propre engagement. Et devinez quelle est la résultante en termes de turnover? Il est de 6% dans le retail. La moyenne, c'est 35%. Chez Patagonia, les gens viennent travailler parce que c'est une entreprise qui correspond à leur propre quête, à leur propre cause personnelle. Ce que résume très bien le vice-président du Google Creative Lab, et en fait, la conférence, elle tient dans cette phrase. Donc, j'ai pas réussi à la couper. Si une entreprise choisit le bon purpose, le bon why, certains types de gens vont être attirés, clients comme collaborateurs. Ces gens vont être motivés et unis. Il y aura besoin de moins les manager parce qu'ils savent pourquoi ils travaillent et comment ils travaillent. Ils vont concevoir et fabriquer des produits qui correspondent et qui sont la preuve de ce why. Chez Apple, par exemple, vous n'aurez personne qui va vous produire un emballage immonde. Les gens du service packaging fabriquent des packaging Apple. Le magasin Apple Store est conçu par un designer qui se dit « le magasin doit être Apple ». Tout chez Apple est la preuve de leur why, qui est de rendre la technologie belle et simple. De la police de caractère jusqu'à l'image de fond d'écran, jusqu'à la boîte de téléphone, jusqu'au son que fait la boîte quand j'ouvre. Tout est fait pour que ce soit beau et simple. Et comme il le dit très bien, le purpose, le why, c'est le ciment qui tient l'ensemble, mais on doit commencer par aller chercher le purpose d'abord. C'est marrant. Start with why. Excavate the purpose first. Nietzsche, tous disent la même chose. C'est pas un débile, hein, lui, je pense, à ce poste-là, chez Google. Qu'est-ce qu'un purpose? Même si je pourrais en parler des heures, je vais tenter de le définir, qu'on soit clair sur ce dont on parle. Le purpose, le why, la raison d'être, c'est pas une mission stratégique, c'est pas une tactique. Devenir le leader du marché n'est pas un purpose. C'est la conséquence peut-être d'un purpose. C'est une étoile polaire. Voyez le purpose comme une étoile polaire. Vous ne l'atteindrez jamais. Par contre, il vous guidera toujours dans vos choix. Si vous voulez, retenez que ça doit au moins durer une centaine d'années, un purpose. C'est quelque chose qui transcende ma vie d'humain. Et mes descendants, peut-être, pourront toujours courir derrière ce purpose. C'est un guide, c'est une étoile polaire. Par exemple, le succès de SpaceX, au-delà d'Elon Musk, mais ils le doivent à ce purpose. Ils existent, non pas pour devenir le leader des lanceurs spatiaux de satellites, mais pour faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire. Il se trouve que pour ça, il faut lancer des fusées, il faut être rentable et il faut faire descendre le prix du kilogramme envoyé en orbite. Certes, mais SpaceX a réussi à recruter les meilleurs ingénieurs de la NASA et de l'Agence spatiale européenne et les meilleurs techniciens parce que SpaceX est convaincu que l'avenir de l'humain, il est dans les étoiles. Il y a des gens qui sont contre ça. Et ils ont tout à fait le droit et ils disent il vaut mieux aller réparer la Terre avant d'aller pourrir celle des autres. Ces gens-là, ils ont peut-être tout à fait raison, ils n'ont rien à faire chez SpaceX. Et SpaceX n'a que faire
de former des gens comme ça et de les payer pour qu'ensuite ils se disent « Ah, en fait, non, ça ne me correspond pas, moi je crois qu'il faut que j'aille bosser chez Greenpeace. » Non, ça ne correspond pas. Le purpose, c'est pas de la RSE. Hein. Ça ne consiste pas à se dire qu'est-ce qu'on va dépenser, dans quoi on va dépenser, dans quelle ONG on va dépenser. C'est pas une cause que je vais prendre comme ça en disant tiens, cette année on va faire l'environnement, puis demain on fera le social, et après on fera les femmes et l'égalité, etc. Non, ça c'est de la RSE. Le purpose, c'est pas comment vous dépensez l'argent que vous gagnez, c'est comment vous gagnez de l'argent. Très différent. Je suis collaborateur, je veux savoir comment ma boîte fait son cash. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça correspond à ce que je veux ou pas? Vous avez vu les étudiants qui ont signé le manifesto, là 30 000 étudiants français des grandes écoles qui ont dit « Nous refusons de travailler d'aller travailler dans des boîtes qui polluent et qui nuisent à la planète. » HEC, Polytechnique, Normal Sup, ENA, ils ont tous signé. Donc les meilleurs étudiants de France refusent de travailler dans des boîtes qui sont nuisibles à l'environnement. Reprenons une autre boîte, devinette que je vous pose. Selon vous, Tesla fabrique des voitures pour gagner de l'argent ou pour mettre fin à l'ère du pétrole? Pour mettre fin à l'ère du pétrole. C'est pour ça que Tesla a réussi à, là aussi, passer de start-up de la voiture à une boîte qui, aujourd'hui, a emmené tout le marché vers l'électrique. Ils vont peut-être se planter dans 5 ans, 3 ans, parce que les gros concurrents commencent à réagir. Ils vont peut-être les planter. Mais le why de Tesla, c'est de mettre fin à l'ère du pétrole. Et c'est pour ça qu'ils ont ouvert tous leurs brevets en open source. Ils ont dit aux constructeurs concurrents qui sont en train de les tuer, prenez nos technologies, notre mission, c'est d'emmener le marché vers l'électrique. Ce n'est pas de gagner de l'argent. Et les voitures ne sont qu'un des moyens pour faire ça. Ils ont racheté SolarCity pour faire des tuiles solaires. Ils font des batteries pour les maisons, ils font des batteries pour les pays. Les voitures ne sont qu'un des watts au service d'un why qui est ultra ambitieux et qui est une conviction. Il est stupide de prendre le pétrole du sol pour le mettre dans l'atmosphère. Enfin, le purpose, il doit être clair, inspirer la passion chez les collaborateurs et les clients, et il doit vous aider et aider tous les dirigeants, tous les collaborateurs à prendre des décisions. Autrement dit, le why, c'est une boussole qui va vous aider à prendre des milliers d'autres petites décisions pratico-pratiques. Et Tesla, si on reprend l'exemple que je viens de vous dire, pour mettre fin à l'ère du pétrole, Tesla a racheté SolarCity. Et SolarCity, ils font des tuiles solaires. C'est une boîte qui était plus grosse que Tesla. Mais faire des tuiles solaires, ça permettait à Tesla de faire des maisons qui alimentent des batteries Tesla, qui alimentent la voiture. Et la vision de Tesla, c'est que quand je rentre chez moi le soir et je garde ma Tesla, si dans ma maison, j'ai beaucoup de consommation électrique le soir parce que j'ai ma machine à laver, mon micro-ondes, ma télé, etc., mon chauffage, la Tesla alimente la batterie de la maison. Et quand j'ai plus besoin de moins d'énergie, la batterie de la maison alimente la voiture. Là, je peux me débrancher du réseau et je commence à être moins dépendant du pétrole. Donc pour reprendre le patron du Google Creative Lab, j'aime beaucoup les 4 P qui réactualisent, vous savez, en marketing, promotion, price, product, etc. Je trouve ça un peu ringard. J'aime bien sa version à lui qui est dans cet ordre. On commence par le purpose, on recrute des gens qui sont convaincus du même purpose. Ces gens-là vont fabriquer des produits qui sont alignés avec mon purpose. Et les questions de process, on verra ça à la fin. Repensez à votre expérience collaborateur quand vous débarquez dans une boîte. Généralement, on commence par ça. Voilà ton badge, voilà ton ordi, voilà les heures, voilà comment ça fonctionne, voilà les process, voilà les trucs, etc. Quand est-ce qu'on vous a dit, fondamentalement, voilà votre mission, voilà à quoi sert cette boîte, voilà ce à quoi vous allez participer. On ne prend pas le temps de faire ça. On commence par le process. Une boîte, historiquement, elle démarre avec un purpose, et les startups sont pour ça très génèrent de l'engagement parce qu'elles ont un combat. Au fur et à mesure qu'elles se complexifient, ça s'inverse. Et ce qu'on commence à voir, c'est le purpose, le process. Et quand on commence par le process, on est mort. Donc, deuxième chose à faire, vous devez définir l'Employee Value Proposition. On fait ça pour les clients, hein, Customer Value Proposition. L'Employee Value Proposition, c'est le deuxième étage de ma pyramide. C'est la traduction alignée et implémentée du why. Pourquoi j'irai travailler dans l'entreprise? Pour quelle bonne raison j'irai mettre mon temps, mon énergie, ma créativité et le temps qu'il me reste à vivre chez vous plutôt que chez votre concurrent? C'est la réponse à cette question-là. Et là, pareil, vous devez définir clairement quelles sont vos priorités en tant qu'employeur pour que je puisse voir si ça matche avec les miennes. Si je suis carriériste, que j'ai pour ambition de flinguer ma santé pour gagner de l'argent, dites-le moi clairement. Mais si j'ai envie d'un équilibre vie privée, vie perso, et que je crois beaucoup à l'environnement, la bienveillance, le yoga pour commencer chaque jour, etc., alors dites-le moi aussi. Parce que si je suis carriériste et que je me retrouve dans une boîte où on doit faire du yoga matin, midi et soir, ça va pas m'aller. Netflix, par exemple, vous annonce la couleur directement sur leur page de recrutement. Un endroit super où travailler, ça combine des collègues de ouf avec des problèmes difficiles à résoudre.
Vous n'allez pas faire du yo-yo et des bisous. Vous allez en chier, c'est ce qu'ils vous disent. Là, mais si vous aimez en chier, bienvenue chez Netflix. Parce que vous aurez des gens de très très bon niveau. Vous allez bosser chez SpaceX, ils vont pas vous mettre des ballons de couleur avec, alors vous aurez des bio, des plats bio, vegan, on va vous faire des bisous, etc. Non, chez SpaceX, on va aller sur Mars, on va faire de Mars une planète habitable. Et qui nous sommes? SpaceX, c'est comme les forces spéciales. Ok, j'entends, ça va être dur, ça va être très très dur. Mais que font tous les gendarmes, les pompiers, les militaires? Ils ne rêvent que d'une chose, rentrer dans les forces spéciales, là où c'est le plus dur, le plus dangereux, le plus exigeant. La Formule 1, les pilotes de chasse, tous les jobs les plus durs, les plus exigeants font rêver. Donc, ce n'est pas le confort des chaises en couleur avec les bisous youpi qui font rêver. C'est à quoi sert ce qu'on fait. La page de recrutement de Patagonia, elle est très claire aussi. Ils vous montrent une image de paysage, pas de bureau. Voilà pourquoi vous bossez chez Patagonia. C'est pour protéger ça. Et ce qu'ils vous proposent comme contrat, entre guillemets, c'est un mélange inhabituel de travail, de jeu, de famille et d'environnementalisme. Et Patagonia, vous avez beau être le meilleur vendeur, le meilleur commercial, le meilleur expert, ce que vous voulez, si vous n'êtes pas accessoirement engagé le samedi et le dimanche dans des ONG, vous êtes mort. Ils recrutent d'abord des gens qui veulent sauver l'environnement et ensuite des vendeurs. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir passer de collaborateurs intéressés, donc qui quittent l'entreprise à la moindre proposition supérieure. Je vous rappelle que le turnover, ça coûte beaucoup d'argent. Au States, ça coûte 160 milliards de dollars. Parce que les coûts cachés de former un candidat, le recrutement, le cabinet RH, la formation, il se barre, perte de productivité, je prends quelqu'un d'autre, il faut 1 an pour qu'il soit à fond, etc. Ça coûte très cher à l'entreprise. Donc il faut éviter le collaborateur intéressé, il faut passer à collaborateur engagé. Collaborateur engagé, exemple, c'est le mec de Tesla qui s'est fait virer, j'ai eu un plan social. Et le mec, après s'être fait virer, il publie un tweet et il dit « J'ai été viré hier de chez Tesla ». Et ça fait très très mal, mais c'est la bonne chose pour l'entreprise. Je chérirai Tesla en sachant que j'ai fait mon job. Je ne l'ai pas inventé ce tweet. Virez un collaborateur demain et démerdez-vous pour qu'il puisse dire quelque chose comme ça de votre boîte comme ça. Ça, c'est beau. Parce que Tesla, ce n'est pas les voitures qui comptent, ce n'est pas l'intéressement, c'est le combat de Tesla, c'est de mettre fin à l'ère du pétrole. Et un collaborateur qui croit à ça se dit « J'ai fait tout ce que je pouvais au sein de cette boîte pour ce combat-là ». Et c'est ça qui est beau. Ça s'appelle de l'engagement. Et quand un collaborateur est engagé, la conséquence, c'est que le client devient engagé et il se tatoue votre marque sur le bras. Je m'arrête une toute petite seconde là-dessus pour que vous compreniez bien la différence entre le what et le why. Le what d'Harley Davidson, c'est de prendre des pneus, un moteur et un réservoir et de faire une moto. On est d'accord? Le what de Kawasaki ou de Yamaha, c'est de prendre des pneus, de mettre un moteur, un réservoir et de faire des motos. On est d'accord? Donc le what est le même. Je n'ai jamais vu un seul tatouage Kawasaki. Vous non plus. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils achètent chez Harley, ce n'est pas une moto. Par ailleurs, j'ai rien contre, mais elles sont plus nulles que les japonaises. Plus chères, moins fiables et plus chères à assurer. Donc le what, c'est de moins bonne qualité, mais les gens se tatouent la marque quand même, parce que ce qu'ils achètent, ce n'est pas un what, ce n'est pas une moto, c'est un art de vivre. C'est la sensation qu'en Harley, je suis libre et j'achète de la liberté. Et le why de Harley, ça tourne autour de la liberté. Leur mission, c'est de proposer à des clients la façon de vivre leur propre liberté. Ça passe par une moto, un des watts, un tatouage, des vêtements, ce que vous voulez. Vous voyez la différence entre un what et un why? Ça, c'est ultra précieux. Et on peut se tatouer une marque de moto, on peut se tatouer Apple, il y a des gens qui le font. Je pense que du coup, comme l'être humain est un être de croyance et qu'une marque n'est qu'une construction et qu'une croyance, on peut se faire tatouer n'importe quelle marque de n'importe quelle industrie pour peu que la boîte ait bien dit pourquoi elle existe. Troisième élément important, vous devez co-construire l'expérience collaborateur avec justement les gens dont il est question. Il faut les inclure, c'est le troisième étage. Purpose, Employee Value Proposition et la conséquence, la preuve, le rituel, tout ça, c'est qu'est-ce que je vis au quotidien qui incarne ma proposition de valeur, qui découle du why. Si vous ne me croyez pas moi, je m'appuie sur quelqu'un d'intelligent de chez Harvard, les entreprises doivent concevoir l'expérience employée pour qu'elle soit alignée avec les priorités et les différenciations de leur marque. Pour dire autrement, alignée avec le why. Comme ça, si vous ne me croyez pas moi, vous pouvez la croire elle. C'est marrant, elle dit à peu près la même chose. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi j'ai mis le mot aligné en gras? Pour éviter ça. Ou je promets une expérience collaborateur de fou furieux et de bienveillance, et en fait c'est l'enfer dans ma boîte.
Je vous rappelle, enfin on le dit dans d'autres conférences, mais l'expérience client, c'est ce à quoi je m'attends versus ce que je vis. Pareil pour les collaborateurs. Si vous me dites je vais vivre ça et que je vis ça, c'est horrible. Si vous me dites je vais vivre ça et que je vis ça, c'est génial. Même si fondamentalement c'est nul, il faut jouer entre le décalage des attentes. Il se trouve qu'on a mesuré ça, ce décalage. 81% des entreprises, entre ce qu'elles affichent, ah c'est génial, des équipes épanouies, un esprit collectif, de l'impact, du sens, vous allez vous régaler, vous aurez vraiment voix au chapitre, et ce qu'elles vivent, ce que les collaborateurs vivent, il y a un décalage. Dans 81% des cas, les gens sont déçus. C'est quand même dommage. Donc, si vous avez des questions, j'ai des sources d'études, tout ça, mais ça a été mesuré 81% de décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait vivre. Si vous faites ça dans l'expérience client, les gens n'achètent plus. Et votre boîte coule. Donc c'est la même importance pour le collaborateur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un mapping de votre parcours collaborateur. Vous dire, ok, il se passe quoi, c'est quoi les moments forts entre le moment où je découvre la boîte, je candidate, je rencontre, etc., etc., etc. Et dans chacune des étapes clés, des rituels clés, vous allez injecter votre why. Vous allez vous rappeler pourquoi vous existez, comment vous le faites, et vous allez créer des what, des preuves partout. Repensez à Zappos, 3 000 $ en cash, bim. Le chauffeur de bus qui teste l'humilité, bim. Tester, je suis candidat, je suis collaborateur, j'ai la nourriture gratuite, j'ai un coach de vie parce que je veux être heureux. Tester tout ça, tester. C'est très simple à faire de prendre un parcours collaborateur, on l'a fait dans plusieurs boîtes. Vous prenez les gens du RH, vous les réunissez et vous leur dites c'est quoi le parcours collaborateur, je vis quoi. Vous mettez des gens du collaborateur et vous leur faites noter les parcours. Prenez un persona, vous dites voilà, il se passe ça, je postule, l'onboarding, etc. Et ensuite, à chacune des étapes, avec des post-it rouges, vous dites où est-ce que ça déconne. Et généralement, vous allez en apprendre beaucoup. On en a fait chez un client, on a eu 240 irritants comme ça. Ça fait mal, mais du coup c'est génial, parce qu'ensuite il n'y a plus qu'à les résoudre en se disant comment j'incarne mon why dans chacun des irritants. Quatrième valeur hyper importante avec les millennials notamment, avec l'humain en général, mais avec les millennials, soyez authentiques. Très important. Contre-exemple pédagogique de l'authenticité. Volkswagen, dans leurs valeurs, tout en haut de la liste, il y avait la responsabilité et la durabilité. Allez voir sur Internet, ils l'ont supprimé suite au scandale du Dieselgate. Donc une boîte qui en vient à supprimer des choses comme ça, c'est dommage. Ça, c'est le contre-exemple. Tant qu'on est sur les contre-exemples des valeurs un peu bullshiteuses, voilà ce que vous devez enlever de vos valeurs. Pareil, Harvard a étudié la question. Les 3 premières apparaissent respectivement dans 90%, 88% et 76% des entreprises. Ça n'a rien d'authentique. Tout le monde dit la même chose et donc personne n'y croit. Ça n'a rien de différenciant. Et une boîte dans laquelle on dit notre valeur c'est la confiance, c'est un peu comme une blague. Si vous me dites attention, j'ai une blague, elle est très très drôle, généralement elle n'est pas drôle. Quand on dit nous vraiment l'honnêteté c'est important, c'est que ça cache quelque chose. Si vous avez besoin de dire que vous êtes honnête, ou que vous aimez le client, ou que vous êtes intègre, une banque qui dit notre valeur, nous, c'est l'éthique, clairement, clairement. Ah bon? Et ça, c'est différent, parce que c'est un prérequis de base. Enfin, normalement, c'est un prérequis de base. Or, on achète des gens en qui on a confiance. Vérité générale, on achète des gens en qui on a confiance. Et pour vous inspirer, j'ai pris un exemple de banques qui ont eu le courage d'être un petit peu honnêtes. On aime nos clients à cause de leur argent. Ils nous aiment parce qu'on est honnête. C'est une mise en abîme parfaite. Les choses sont claires. Point. Prendre des risques en finance, ça mène à la richesse comme le Botox rajeuni. C'est très honnêtement dit, tout ça. La ville de Los Angeles cherchait à recruter un graphic designer. Parce qu'ils sont nuls en design. Ils ont fait une affiche avec Paint. C'est parfaitement authentique, c'est très simple. Et ce que ça a provoqué, c'est un énorme buzz mondial. Et ils ont eu une avalanche des candidats plus talentueux les uns que les autres. Moi, j'avais envie d'aller y bosser rien qu'en voyant l'esprit de l'équipe qui a fait ça. Je me dis, eux, ils sont géniaux. Pour le dire en anglais, parce que ça rime et pas en français, l'authenticité, ça fait vendre. L'année dernière, en 2017, au Festival de Cannes de la pub, Burger King a remporté la palme du jury avec une pub. Celle-là. En fait, Burger King, vous ne le savez peut-être pas, leur restaurant brûle beaucoup plus que les autres. Au lieu de s'en cacher, ils en font une pub, ils le mettent en avant et ils disent nous on est grillés à la flamme depuis 1954 avec un incendie de restaurant Burger King pour de vrai. Et le jury du Festival de Cannes de la pub leur a donné le grand prix en disant ils ont eu le courage d'être authentiques. Et à l'heure d'Internet et de la transparence,
Le bullshit corporate, on n'y croit plus. Et surtout, on peut le comparer avec ce qui se passe en vrai. Donc ça ne me sert à rien de faire du bullshit. Et l'inspiration ultime dans le secteur bancaire que je voulais vous proposer, c'est une pub, elle dure 30 secondes. Une pub pour une banque norvégienne. Hello, I'm an actor. I've been paid $8,000 to tell you how great Nordnet is compared to other banks. They chose me because I'm more handsome than their real CEO, and because I look successful in a suit. I walk fast through a hallway where I read from a prompter on top of a camera. It says that Nordnet has lower fees, a better platform, and that they push less of their own products. Great job. I now walk in this modern office where I have a cup of coffee with another actor whom I've never met before. We shake hands and laugh. Apparently business is going well. Ça, c'est brillant, je trouve. C'est simple, ça fait rire, mais ok, en fait, on se dit, cette boîte, elle est vraiment transparente. Ils ont été très loin dans la transparence. Cinquième façon d'incarner aussi tout ça, c'est de repenser votre building. J'ai beaucoup parlé de SpaceX. Quand je rentre chez SpaceX, ce qui m'accueille, c'est pas un cours de bourse avec les performances boursières de mes concurrents, Arianespace et autres. C'est mon why. Quand je rentre chez SpaceX, j'ai la planète Mars qui m'accueille en grand. Voilà pourquoi, le matin, je me lève pour aller là, pour participer à cette aventure de ouf consistant à aller sur Mars. Et ceux qui ont le temps, lisez la biographie d'Elon Musk. Vous allez comprendre à quel point ce why a permis à SpaceX d'exister et de survivre à tous les ravages qu'ils ont pu connaître. Airbnb, je vous rappelle le why, faire en sorte que les gens se sentent partout à la maison. Et bien, ils l'ont appliqué dans l'expérience collaborateur. Et ils ont refait tout leur bureau en se disant, les millennials, qui sont nos collaborateurs, travaillent de partout, Starbucks, aéroport, gare, chez eux. Et donc, les bureaux doivent ressembler à leurs espaces de travail. Et donc, ils ont des bureaux, ça c'est les bureaux de Airbnb, dans lesquels je peux travailler dans mon salon, dans mon canapé, à un comptoir, dans un bar, il y a un Starbucks dans les bureaux. Ils ont recréé l'environnement de travail des millennials pour leur proposer une expérience collaborateur pertinente pour qu'ils se sentent chez eux. Et là, ils se sentent chez eux dans les bureaux. Donc, c'est l'incarnation du why global, version RH. Et il se trouve que pour les clients, c'est la même chose. On propose aux clients d'Airbnb de se sentir chez eux quand je suis en voyage. Donc, il y a une symétrie entre les deux qui est très importante à conserver. Une autre boîte qui fait des jeux vidéo, ce qui est assez intéressant avec cette boîte, c'est Valve. C'est que, notamment dans leur parcours collaborateur, quand je rentre chez Valve pour faire des jeux vidéo, je n'ai pas de job, pas de mission, pas d'équipe. Ils m'ont pris pour mon attitude et mes compétences, point. Je rentre dans l'entreprise, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas, et c'est à moi de pitcher et de trouver un groupe avec qui j'ai envie de travailler et proposer mes compétences. Et du coup, tous les bureaux sont équipés de roulettes. Parce que chez eux, je me déplace avec mon bureau en fonction du groupe avec qui je vais travailler. Donc l'incarnation physique de la proposition de valeur employée, c'est dans les roulettes. Cette boîte d'architecture croit beaucoup dans la relation avec la nature. Les bureaux de l'entreprise d'architecture sont on ne peut plus connectés avec la nature. Il n'y a pas de cloison. Donc les collaborateurs vivent le why de l'entreprise du matin au soir. Et quand on sait l'importance que ça a la lumière et la nature dans le bien-être, ils ont tout compris. Enfin, dernier levier, le digital. On ne peut pas ne pas en parler. Une interface, c'est comme une blague. Si on doit la raconter, c'est qu'elle est nulle. L'interface, si vous devez dire voilà comment ça marche pour s'inscrire, c'est que vous avez raté votre objectif. Ça va être simple. Donc, le digital, c'est avant le recrutement et après le recrutement. Et avant le recrutement, juste en information, pour le dire très simple, allez-y mobile ou alors bonne chance. On a étudié si un candidat talentueux, votre page n'est pas mobile friendly, vous perdez 40% des candidats. Donc en gros, avec une page qui n'est pas mobile friendly, vous avez une base de candidats qui vous reste, vous avez enlevé 40%. Généralement, les plus digitaux, les plus pressés, peut-être les plus talentueux, qui se sont dit « Oh, ils sont même pas mobile friendly, je me tire, même pas je candidate ». Donc vous perdez 40% des candidats juste avec un truc mobile friendly. Deloitte a fait une très très belle expérience. Je ne peux pas la montrer parce que c'est une vidéo où, en fait, dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais testez-la. Vous testez Will You Fit Into Deloitte sur YouTube, enfin sur leur site, c'est pas YouTube. Et vous allez devoir découvrir les valeurs de la boîte en vivant une expérience de recrutement. C'est brillant ce qu'ils ont fait, c'est ultra drôle en plus qu'on vit. Mais vous êtes plongé chez Deloitte en mode premier jour et vous renversez votre café sur un collaborateur dans l'ascenseur et en fait ils vous font vivre les valeurs de transparence, d'honnêteté, etc. à travers un truc dont vous êtes le héros.
C'est super bien fait. Decathlon, ils ont lancé un site de recrutement où vous aviez 19 secondes pour postuler. Ils incarnent leur valeur de marque, le sport, la compétition, et ils se sont dit, tiens, on va recruter des gens. En fait, c'est toute une blague, mais cette page de recrutement entièrement digitale, elle est brillante. 19 secondes pour recruter, pour postuler. C'est l'incarnation de ce que c'est l'entreprise, du sport et de la compète. Zappos, dont j'ai beaucoup parlé, vous avez dans cette page de recrutement l'essentiel de ce que je vous ai raconté. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Réponse. Ultra bonne idée. Je suis déjà en poste, je ne cherche pas de job, mais j'aime bien Zappos, et je peux devenir un Zappos Insider. C'est-à-dire que Zappos va m'envoyer 4 mails par an en me faisant marrer, et le jour où je change de job, en top of mind, j'ai Zappos. Donc même quand je ne suis pas en train de chercher un job, ils me recrutent. Juste grâce à ça. Et ils vous le rappellent, chez Zappos, nos valeurs ne sont pas que des mots, c'est une façon de vivre. Et on sait que les entreprises avec une forte culture et un purpose, un why qui est transcende, réussissent mieux sur le long terme. C'est juste que je rappelle ce que j'ai dit depuis le début, mais comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Zappos. Le digital, c'est aussi important. Après le recrutement, notamment, là, il y aurait 2 heures de conférence à dire là-dessus, mais je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous donner un insight de plus sur le digital par rapport à ça. Après le recrutement, la grande tendance sur la formation, pensez Netflix. Les formations habituelles avec un formateur dans une salle pendant 4 heures sur un truc, non. Ce que le millennials attend comme expérience client-collaborateur, il veut la même chose au bureau que ce qu'il a chez lui. Donc, il veut apprendre des choses en mode Netflix. Donc, il va falloir que vous créiez un catalogue de formations en vidéo super sympa, digital, dont vous êtes le héros, etc. En vous basant sur au moins le niveau de service d'un Netflix. Je vous rappelle que les millennials sont nés avec quasiment Google, Amazon, Facebook, etc. Et que ces boîtes investissent des millions en expérience collaborateurs et clients, notamment clients. Donc, quand je clique, ça marche. Et ça, en interne, dans un intranet, généralement, c'est déjà un problème. Et donc, je ne supporte pas que quand je clique, ça ne marche pas. Donc, c'est un prérequis de se mettre au moins au niveau des GAFA dans ce que vous proposez aux collaborateurs. Et enfin, par exemple, une idée que je trouve sympa à reprendre, dans les grosses boîtes, vous avez des apps où tous les matins, j'ai un collaborateur random qui apparaît et je dois choisir comment il s'appelle. Et j'apprends comme ça à connaître les noms des gens par hasard. Ça, c'est une version digitale d'une app, c'est très simple à faire, où je vais me dire, tiens, comment s'appelle un tel, un tel, un tel. Et tous les jours, comme ça, je mets des noms sur des visages. Et c'est le genre de petits trucs qui créent une connexion émotionnelle où on se dit, dans ma boîte, ils font attention aux autres et ils veulent qu'on se connaisse, c'est sympa. Bref, comme j'ai dépassé le timing, je récapitule. On commence par savoir pourquoi on existe. Ça, c'est très dur. En soi, c'est un exercice qui est affreusement dur. C'est le workshop qu'on fait qui est le plus dur du monde, c'est affreux. Ça fait très mal aux tripes, ça fait très mal à la tête. Quand on réunit un COMEX et qu'on demande pourquoi votre boîte existe, il y a généralement un grand blanc. Et de ça, il va falloir trouver quelque chose. Le traduire au niveau collaborateur dans l'expérience que je propose. Et enfin, l'incarner dans les actes du début du parcours jusqu'à la fin du parcours. Si vous faites bien ça, du côté collaborateur, vous aurez un engagement. Et si vous prenez cette pyramide et que vous la dupliquez du côté client, vous aurez la même logique. Enfin, si tout ce que je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru, à la fin, je cite Gandhi. Et je vous dis, trouvez le why, le reste va suivre. Sur ce, merci, j'ai terminé, j'arrête de parler.